Alors, merci beaucoup. Tu nous as dit que tu terminais avec ça, mais ce n'est pas terminé du tout. Déjà, cette question que je retiens là, pourquoi Freud a cherché une réponse du point de vue biologique, j'aurais envie de rebondir, mais je laisserai déjà évidemment le faire des autres. Oui, oui, moi je trouve en effet formidable le parcours à brille d'abattu que vous avez fait dans le principe de plaisir en le ramenant plus près de nous par une multiplicité de façons. Et oui, je vous dirais bien d'abord quelques remarques qui me viennent à vous entendre exposer. Et puis, après, on pourra voir la suite. Mais je voudrais d'abord réagir à ça. Vous aviez commencé par situer, au-delà du principe du plaisir, non pas au ciel des idées, mais dans l'histoire, le moment où Freud se met à écrire, c'est le désastre, c'est l'après-guerre. C'est à la fois un désastre et c'est en même temps un espoir. Les années 20, c'est les Roaring Twenties. C'est le moment où ça allait bien. Ça n'allait pas aller bien tout de suite à Vienne. Ils avaient froid. Il était gelé et c'est là qu'il prend la grande décision. Freud, quand même, pour survivre, de prendre en analyse un certain nombre d'Américains, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, pour être payé en dollars directement par les universités, pour survivre. C'était un moment difficile. Mais en Europe, il y a une volonté farouche biblique. Ça donne ce que décrit Scott Fitzgerald dans son œuvre. Et les Roaring Twenties, c'est ça le déclenchement qu'on a de mouvements culturels. Dada, ici en Suisse, exporté à Paris par les surréalistes. C'est le moment où il y a toute une effervescence, il y a l'espoir de nouveau. C'est le moment où Breton, en effet, va rendre visite, ira rendre visite à Freud au début des années 20. Alors, pensez à ça parce que donc, pour le 30e anniversaire du procès de Lacan, il y avait hier soir à l'École normale supérieure à Paris, qui est une école où Lacan avait fait son séminaire. Il y avait une sorte de nuit Lacan, dans lequel, enfin soirée Lacan, dans lequel, dans des tas d'endroits, pendant de 8 h du soir à 1 h 30 du matin, des gens lisaient des extraits de textes de Lacan. Et m'inquiétait, Catherine Clément m'avait proposé de lire un extrait du séminaire sur Hamlet, très bien choisi. Et Jacques Alain Miller, lui, est intervenu vers minuit en lisant un texte de Lacan, que lui avait assigné Catherine Clément, qui était une leçon du début du séminaire D'un autre à l'autre, qui est de 69, avril 69. Et la leçon qui s'intitule 39 de fièvre. C'est Jacques Alain qui choisit 39 de fièvre, un peu sous le mode 37,2 le matin. C'est 39 de fièvre. Et où Lacan se lance dans une description une sorte d'évaluation de la politique d'après 68. C'est un bilan étonnant de où en est-on. Et il y a tout un début sur les années 20.
Et il dit les années 20, finalement, contrairement à ce qu'on dit, ça n'était pas du nouveau, c'était la répétition de ce qu'il y avait avant. Et il prend comme il dit, moi, ma boussole là-dedans, c'est Picasso. Les années 20, je les ai passées avec Picasso. On dit que je les ai passées avec les surréalistes, c'est tout à fait faux. Je les ai plus passées qu'avec Picasso qu'avec quelqu'un d'autre. Et il reprend cette idée qui était que, en effet, tout ce qu'il y avait d'intéressant était en fait avant-guerre. Picasso, le cubisme, le Apollinaire, et que après, il y a eu une répétition de ça, pour ensuite se lancer dans ce qui devait se répète. Il met précisément en question le nouveau et saisit la chose à partir d'une certaine répétition. Je vous renvoie à ça. C'est vraiment, en extrayant du séminaire comme tel, c'est en effet fort intéressant. Et surtout, on croirait qu'il était en train de commenter les nouvelles de la journée du 9 septembre 2011. Sur les marchés qui s'affolent, la bourse qui baisse de 4%, pendant qu'ils sont en train de s'étrangler dans la Banque européenne, que Trichet finit quand même par virer l'Allemand qui l'emmerdait tous les 6 mois, que néanmoins le type qui est le représentant du conservatisme financier le plus dur et de vraiment de la droite financière allemande, dans ce cas le plus répugnant, ce type s'accrochant à ça, finit par démissionner. Et Lacan commente tout ça en disant il y a vraiment que le pouvoir, enfin, il commence ça donc en 1969, dit vraiment le libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme, a inventé un mode du pouvoir bizarre. Un mode du pouvoir où, une fois qu'on a tout saboté, qu'on a vraiment fait tout ce qu'on ne devait pas faire pendant qu'on était aux affaires, il suffit de démissionner pour s'en sortir. Et donc il dit à Rome, on s'en sortait pas comme ça. Les consuls, ça démissionnait pas. On s'acharge jusqu'au bout, puis après, si vous n'aviez pas fait, on vous tuait. Et là, il dit, ils s'en sortent quand même, s'en sortent gentiment. Et là, c'était à propos du fait que nous étions en 69, De Gaulle avait expliqué que si jamais il n'avait pas à la question complètement dingue qu'il posait dans un référendum loufoque qui était dans un très mauvais moment pour la santé mentale de Gaulle, il avait inventé un référendum bidon que personne ne comprenait rien, et il disait, si jamais je n'ai pas le oui, je démissionne. Donc, c'est très intéressant si on fait la suite. Le président, en effet, qui nous a foutu dans l'état dans lequel est l'Europe actuellement, il démissionne. Lionel Jospin, après avoir foutu un désastre, etc., il démissionne. En plus, on est content. Il y a quelque chose du pouvoir moderne, en effet, qui est spécialement... vous utilisez le mot répugnant à propos d'un certain nombre de choses. Il faut bien dire que là, quand ce pouvoir, en effet, répugnant, après avoir fait tout ce désastre, publie en même temps comme grande œuvre la régulation exacte du taux de consommation d'énergie des ampoules électriques et des taux des cafetières, parce que ça c'est intéressant, c'est fondamental pour l'écologie du monde pendant que des millions de gens sont à la rue, etc. Évidemment, on se dit que ça c'est des gens qui démissionnent. En effet, leur rapport avec l'idée qu'ils ont de leur mission est vraiment de cet ordre-là.
C'est-à-dire, et Lacan dit très bien, ça veut dire une seule chose, c'est que le vrai pouvoir est ailleurs. Et il fait un cours là-dessus, 69, je vous assure, lisez ça, là, elles sont 39 de fièvre, on croirait qu'on lit la presse d'aujourd'hui. Ça, c'est le point de vue répétition. Vous disiez l'expérience, un peu dans le désordre, mais je reprends les points qui me sont venus. Lorsque vous disiez, en effet, Freud décrit un état d'Hilflosigkeit, l'état de détresse, d'un état vivant où il fait appel à l'autre. Donc, et dans le texte de Freud, c'est Nebenmensch, qui est aussi la traduction de le prochain, le voisin. Mais enfin, c'est aussi comme ça que dans les textes religieux, on traduit le prochain, y compris dans le aimer son prochain, le commandement qu'après tout, commandement que Freud lui-même va traiter dans Malaise dans la civilisation, en le considérant d'un précepte délirant. Que c'est typique, c'est assez délirant, parce qu'on demande à l'homme de faire quelque chose qui est impossible à faire. Et que c'est vraiment, c'est pas le côté, light du double bind, de quelque sorte. Là, c'est le commandement dingue. Aime ton prochain. Alors qu'on a l'enfant qui hurle pour la mère, qui ne vient pas, qui le laisse en plan, qui quelque chose. Et là, on voit très bien, ça par exemple dans la psychanalyse américaine, ça a été raboté complètement, ramené à un truc vraiment qu'on peut reproduire en laboratoire, enfin, le truc plat, c'est le mot auxiliaire. Le prochain, il n'y a pas de quoi se casser la tête avec ces histoires de commandement, c'est on hurle, on veut un mot auxiliaire qui vous amène le biberon portatif, qui vous amène le sein, ou bien le biberon, et parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Bon. Donc, au lieu d'avoir une jouissance érotique quand même qui tourne en boucle, on est obligé de passer par l'autre, mais enfin, c'est là. Lacan dit ça pour essayer de sauver quand même le désastre pour présenter cet aplatissement, dit attention, là, dans le Nebenmensch qu'on appelle, le sein appartient à l'enfant. Mais entre la mère et le sein, il y a une coupure. Ça paraît bizarre, ça fait un peu Sainte Agathe, et ses seins sur le plateau, ça fait cannibalisme, en effet. Mais c'est de dire que, attention, il y a la jouissance auto-érotique, où le sein appartient à l'enfant. Il se satisfait lui-même avec le sein. Il se satisfait. Mais la mère, là, la question de son désir reste séparée. C'est pas auxiliaire. Il y a toujours quelque chose dans la présence-absence de la mère, dans la façon dont elle vient, qui laisse l'enfant en rapport avec un autre. Et qu'il y a à la fois la dimension de l'autre et la jouissance auto-érotique. Mais que la mère n'arrive jamais à se réduire à la dimension du besoin. Que tout de suite, dans son style propre, et qui n'est pas simplement palpable dans la société de surveillance, par les caméras dans lesquelles on va chercher à savoir si elle accroche le regard, 25 secondes, 26, etc. Le truc qui passionne Gols, etc. Bon, d'accord. Je veux bien. Mais enfin, c'est une façon, en effet, d'attraper non seulement le sein, il y a aussi certainement le regard, il y a la voix, et aussi on pourrait aussi mesurer combien de temps, s'il est attentif, si l'enfant est attentif à la voix, vous mettez des chronomètres partout, et passionner tout un service d'hôpital à faire ça.
certes, mais l'important, c'est d'arriver à dégager ce qui est la dimension auto-érotique d'une part, et la question qui s'adresse à cette présence de la mère, à son rapport justement d'un prochain, qui est à la fois un prochain et lointain. Ce que donc, Lacan traite, ce que Freud avait laissé, disons, ouvert au développement, c'est ce qui après va donner, disons, Mélanie Klein et l'idée du breast envy. L'idée qu'il y a quelque chose dans le sein, là, quelque chose qui n'est pas bien repéré, Freud en tout cas laissait en train pour d'autres développements. Et plutôt que le breast envy, disons, Lacan dégage la dimension auto-érotique du sein comme objet perdu, et avec la relation à la mère comme un autre objet perdu aussi, dont la présence-absence est celle-là dont sa trace.